Emmanuel de Bono est historien. Ses recherches portent sur les racismes et les antiracismes dans la France contemporaine. Il est notamment l'auteur de Aux origines de l'antiracisme, la LICA 1927-1940, qui a été publiée aux éditions du CNRS, et de Le racisme dans le prétoire, antisémitisme, racisme et xénophobie devant la justice, qui est paru au PUF. Il est aussi le rédacteur en chef du Droit de vivre, la revue trimestrielle de la LICRA. Alors, le numéro qui était sorti à l'été 2024 avait pour titre de l'antisémitisme à l'antisionisme. Celui de l'hiver 2025, qui vient de sortir, est consacré au Rassemblement national et immédiatement sous-titré « Vitrine, posture, imposture ». Un numéro d'ailleurs qui résonne avec celui qui était paru en mai 2024 de l'Arche, qui avait pour titre « Extrême droite, une bombe à retardement ». Une bombe à retardement. Alors, Emmanuel de Bono, bonjour, merci beaucoup d'être là avec nous. J'aimerais, avant que nous rentrions dans ce dernier numéro que je voudrais que vous nous présentiez, est-ce que vous pourriez nous décrire cette revue dont le premier numéro est paru en 1932 ? Vous êtes le rédacteur en chef d'une revue quasiment centenaire. Alors, c'est intéressant que vous nous en fassiez une rapide histoire. Alors, le droit de vivre, c'est effectivement le journal de la LICRA et qui fut à l'origine la LICA, la Ligue internationale contre l'antisémitisme, qui est une organisation qui est née à la fin des années 1920 pour lutter contre les pogroms et de plus en plus contre l'antisémitisme qui ressurgit en France, particulièrement au début des années 1930. Le droit de vivre est fondé en 1932. C'est un journal de combat qui paraît au début de manière assez irrégulière, qui reporte en fait les idées de cette jeune équipe de militants qui a décidé de répondre systématiquement à l'antisémitisme sous toutes ses formes, mais dont une des formes les plus finalement appuyées au début des années 1930 va être évidemment le national-socialisme et ses répercussions, bien sûr en Allemagne, mais également au-delà dans les pays européens. Et donc un journal militant qui devient véritablement un hebdomadaire à la fin de l'année 1935 et qui va paraître de manière extrêmement régulière jusqu'en juin 1940, au moment où les Allemands arrivent dans Paris. À ce moment-là, évidemment, le journal s'arrête. Il n'y aura pas de droit de vivre clandestin. Et il faudra attendre 1947 précisément pour voir le journal renaître. Alors c'est un journal qui accueille donc des plumes à la fois militantes, mais aussi dans lesquels sont sollicités des élus, enfin des responsables politiques, syndicaux également, des artistes, des intellectuels, également des hommes d'église, enfin des hommes de foi qui viennent chacun apporter finalement leur contribution à la dénonciation des préjugés contre les juifs, mais aussi plus généralement contre les minorités qui sont opprimées, notamment dans l'empire colonial français, enfin dans la France coloniale. D'où le changement de nom de LICA en LICRA oui, à ce moment. Absolument. Dès les années, c'est ce qu'on ignore, parce qu'officiellement c'est 1979 ce changement, lorsque le R apparaît, mais en réalité, après les émeutes de Constantine en août 1934 en Algérie, à ce moment-là, effectivement, la LICA s'ouvre véritablement à la défense en fait, des indigènes musulmans, comme on disait à l'époque. Et en fait, on comprend que sans lutter contre le racisme qui s'exerce contre ces indigènes, les juifs aussi, qui eux ont été naturalisés grâce au décret Crémieux à la fin des années, en 1870, eh bien, ne vivront jamais en sécurité. Et donc il y a cette ouverture qui devient véritablement, qui est très concrète dans l'action, avec la défense, par exemple, des revendications du Congrès musulman, avec des mots d'ordre comme le rapprochement judéo-musulman, qui est vraiment une réalité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des sections qui sont créées en Algérie, mais également dans le protectorat, au Maroc ou en Tunisie. Et donc voilà. Et donc le journal, le droit de vivre, rend compte de toutes ces activités, aussi bien à travers le monde et dans la France coloniale que évidemment dans l'Hexagone, et puis partout où se manifestent effectivement les questions d'antisémitisme. Sachant que chacun sait qu'au cours des années 1930, on va vers un crescendo en la matière. Un des pics à cette époque-là étant évidemment la crise des Sudètes à l'automne 38, au moment où la France connaît une mobilisation partielle et où les Juifs sont désignés en fait comme des fauteurs de guerre, comme des bellicistes. Et à ce moment-là, évidemment, la LICA publie également et essaye véritablement d'aller vers les syndicats, d'aller vers cette France des ouvriers pour également, qui se laisse entraîner par des mots d'ordre antisémites, pour rappeler que le fascisme, c'est une entreprise de division, que c'est la France qui va s'écrouler si on cède effectivement aux préjugés de l'antisémitisme, etc. Donc le droit de vivre depuis quasiment un siècle suit en fait l'état des lieux
et l'actualité de l'antisémitisme en France. Ça, c'est assez intéressant. Vous avez fait un numéro l'année dernière sur l'antisémitisme. On sent que c'est comme une espèce... C'est pas un marronnier, en vérité. C'est sa vocation première que de suivre en permanence les actualités concernant ce thème. Et avant de rentrer dans le dernier numéro, je voudrais qu'on parle un tout petit moment du numéro précédent qui s'appelait De l'antisémitisme à l'antisionisme. Est-ce que c'était une manière de commenter l'actualité issue du 7 octobre ou était-ce un numéro que vous aviez prévu avant cet événement ? On a ce numéro qui est paru sur la question de l'antisionisme, qui est une question qui évidemment n'a pas arrêté de se poser, en particulier depuis le 7 octobre, de savoir effectivement, oui, mais l'antisionisme, c'est pas pareil qu'antisémitisme, mais on a le droit de critiquer Israël et on n'est pas forcément antisémite, etc. Donc il s'agissait effectivement de faire apparaître un certain nombre de logiques, de voir comment justement on passe de l'antisionisme à l'antisémitisme ou de l'antisémitisme à l'antisionisme, et en faisant encore une fois appel à un certain nombre de spécialistes, Denis Charbit, Joël Kotek, et beaucoup d'autres, d'étudier différents aspects, différentes entrées pour accéder au sujet, essayer de mieux comprendre pourquoi, dans ce contexte actuel, on a, au lieu d'avoir en fait une forme des appels à la paix, on a plutôt des appels à la haine, plutôt qu'une cause pro-palestinienne, on a plutôt une cause anti-israélienne, dont les premiers effets, effectivement, sont de faire exploser les chiffres de l'antisémitisme. Ça nous a évidemment tous frappés et mobilisés, et ce droit de vivre essaie donc d'apporter un certain nombre de réponses. Certaines sont, je dirais, s'inscrivent dans une analyse de fond et qu'on pourrait qualifiée, je dirais, de froide. Et puis, on a évidemment des textes qui vont être un tout petit peu plus enlevés, mais on essaie, d'une manière générale, de favoriser une réflexion qui soit plutôt ouverte, pas forcément la contradiction, mais en tout cas ouverte dans cette volonté, justement, de construire, dans la diversité des opinions exprimées, en fait, toucher, mieux appréhender cette réalité. D'accord. Merci. J'invite ceux qui voudraient découvrir ce numéro, effectivement, d'actualité encore aujourd'hui, sur le site de la LICRA ou sur le site du droit de vivre. Alors, abordons ce dernier numéro qui vient de sortir concernant le Rassemblement national. Dans l'éditorial que vous écrivez, vous notez que peu de formations politiques suscitent autant de désaccords dans l'analyse. Au point même, d'ailleurs, quand on s'interroge sur la place du Rassemblement national sur l'échiquier politique, est-ce que c'est un parti d'extrême droite, de droite radicale, de droite nationale, populiste ? Bon, en même temps, on sent que le numéro est très engagé dans des champs d'analyse précis. Alors, moi j'aimerais que vous nous disiez dans quelle direction, justement, vous avez voulu engager cette analyse du Rassemblement national, au moment même où, effectivement, c'est vrai, c'est un objet qui suscite beaucoup de contradictions parmi ceux qui l'abordent avec l'évolution que lui a donnée Marine Le Pen depuis quelques années. La principale consigne, entre guillemets, de cadrage que j'ai transmise aux auteurs, c'était celle de sortir d'une logique d'anathème et d'attaque frontale du Rassemblement national. On a suffisamment de points d'entrée pour la critique à charge, entre guillemets, de ce parti pour éviter précisément d'entrer dans l'insulte ou dans ce qu'on pourrait, pour aller vite, qualifier d'antifascisme historique. C'est vrai que... Il y a un article de Pierre-Henri Taguieff qui déconstruit, qui attaque l'idée même de diabolisation en montrant que c'était à la fois... que c'était fondamentalement contre-productif. Oui, absolument, parce que cette question de la diabolisation, finalement, ce n'est pas le fait de considérer un parti comme infréquentable par ses idées, c'est le fait d'aller jusqu'à le rejeter et finalement empêcher toute forme d'analyse. C'est ce que dit Taguieff, mais c'est ce que disent beaucoup d'autres, et c'est, je pense, aussi l'intérêt de ce numéro, c'est de prendre les sujets les uns après les autres et d'essayer de voir concrètement ce que propose le Rassemblement national, quelle est son action de terrain, qu'est-ce que ça révèle sur les attentes de ses sympathisants ou de ses électeurs, et comment combattre
s'il faut combattre une formation politique, si on considère que ces électeurs sont mauvais, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que... Donc, faire de la morale au lieu de faire de la politique, quoi. Oui, absolument, et faire encore une fois, tomber dans l'insulte, voire la diffamation, au lieu d'essayer de comprendre ce qu'une partie des Français ont à dire, même si ce qu'ils ont à dire, et parfois profondément, peut nous inspirer une forme de répugnance, je veux dire, en termes de racisme, voire d'antisémitisme ou de complotisme, puisque un certain nombre d'enquêtes révèlent cette fort taux d'adhésion en fait, des électeurs du RN, mais également d'ailleurs de la France insoumise, un certain nombre d'énoncés, par exemple antisémites ou autres. Oui, mais après, voilà, il faut rentrer dans le cœur du sujet, essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui le RN peut séduire un électorat que je ne vais pas qualifier de juif, mais en tout cas de Français qui sont juifs, qui vont dire que le RN est dorénavant un parti qui peut être fréquenté, avec lequel on peut discuter et pour lequel on peut voter, etc. Donc ça il faut arriver à comprendre cette évolution. Les militants ont besoin de comprendre, ont besoin de sortir de cette espèce de logiciel finalement des années 80. Il y a une évolution qui est incontestable du RN, mais dans quel sens? Et ce que je dis effectivement au début d'introduction du dossier, c'est que le RN a changé, enfin le FN ou le RN a changé, mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est-à-dire que ce que ça présente, et le sous-titre Le Monde, posture, imposture, c'est quand même, je dirais, ce que montre aussi ce dossier. C'est-à-dire que sur un tas de sujets, que ce soit l'écologie, l'éducation, l'économie ou après la récupération de certains du gaullisme ou de la défense des juifs, on est quand même dans des postures politiques qui ne tiennent pas la route lorsque c'est analysé sérieusement par des spécialistes. J'allais justement, c'est vraiment un numéro très riche, il y a beaucoup d'entretiens, de contributions, etc. Il m'a semblé qu'un des axes, c'était quand même que vous sembliez chercher à déconstruire ce qu'on pourrait appeler le brouillage qui vise à normaliser ce parti ou à faire de ce parti un parti encore normal. Donc il ne faut pas le diaboliser, il faut faire de la sociologie politique, il faut comprendre avant de jeter des anathèmes. Très bien. Mais en même temps, il y a l'idée qu'il faut quand même combattre ce parti. Je pense que c'est structurel à la démarche de la LICRA et à la démarche de ce numéro. Et il y a un effet de brouillage qui fait qu'il apparaît comme normalisé, et c'est ce brouillage-là que vous voulez dissiper. Vous mettez le doigt sur quelque chose qui peut paraître un peu, presque ambivalent ou presque hypocrite, c'est-à-dire que oui, pas de diabolisation, mais en même temps un dossier fondamentalement à charge. Aussi parce que le RN, comme le rappelle Camus, mais il n'est pas le seul, s'il arrivait au pouvoir et s'il voulait appliquer ses idées, à commencer par la préférence nationale ou la priorité nationale, comme ils disent aujourd'hui, devrait changer la Constitution. On serait dans un... Patrick Veil aussi qui le rappelle dans une certaine mesure sur la question du droit du sol. Oui, voilà, donc instaurer une forme de discrimination d'État. Mais il faut revenir quand même à ces éléments qui sont essentiels. C'est-à-dire qu'on peut dire que sur certains aspects, le RN a évolué. François Cros, qui s'occupe des études politiques pour l'IFOP, effectivement nous a fait un article, revient sur un certain nombre d'études de ces dernières années qui montrent que sur beaucoup de sujets, que ce soit l'IVG, la fin de vie, etc., le RN est effectivement parfois presque plus, je dirais, libéral que d'autres parties, d'autres franges de la société, et que son article, d'ailleurs, est de manière significative, s'intitule « Fâché mais pas facho », ce qui veut tout dire. On a finalement... C'était la formule de Mélenchon à l'origine. Oui, absolument. Donc, mais c'est effectivement ce que montre très bien l'article. C'est-à-dire quand on se souvient du Front National dans les années 1980, mais 1990, on avait affaire à une sociologie qui était beaucoup plus sur ces positions-là, qui avait des positions extrêmement... il y avait une frange antichrist catholique, on avait du post-fascisme, etc. Donc c'était beaucoup plus crispé, je dirais, sur ces questions dites sociétales. Aujourd'hui, oui, les électeurs du Rassemblement national, il fallait que ça arrive, ressemblent à s'y méprendre au reste de la population et sont parfois plus en avance, pas forcément évolué, mais en avance sur le reste de l'électorat, le reste des Français. Donc il faut faire état effectivement de cette avancée, mais en même temps ne pas se laisser distraire par cette espèce de nouveau brouillard qui pourrait laisser entendre que c'est devenu un parti libéral, c'est devenu un parti qui est particulièrement préoccupé par le bien-être social des Français, alors qu'effectivement l'article sur l'économie montre qu'on a à la fois un discours un peu d'État
la Providence, mais dans le même temps, on est toujours dans les mêmes libéralismes absolus. Donc c'est aussi un parti qui est tissé de contradictions. C'est aussi un parti qui a un déficit, un défaut je dirais, de personnel politique et de candidats crédibles. Les élections législatives de juin dernier l'ont parfaitement montré. Il n'y a pas de formation des candidats au Rassemblement national et ça donne effectivement ce que ça donne. C'est-à-dire qu'au moment où il faut dans toute organisation humaine, il y a pas grand il y a monde, parfois des brebis galeuses. Parce que les 5 candidats problématiques qu'évoquait Jordan Bardella, en fait, c'était en dizaines, comme l'ont très très bien montré les fact-checkers, au cours des semaines, des jours qui ont précédé les élections. Il y a beaucoup de thèmes traités. Vous venez de parler de la Russie. Alors, il y a le rapport à la Russie, la question de laïcité, le rapport à De Gaulle, le rapport aux médias. Enfin bon, il y a tout un ensemble de choses. Chacun pourrait faire l'objet d'une petite étude. Je voudrais vous poser une question sur le dossier le Rassemblement national et les Juifs. Évidemment, il y a quelque chose qui a changé dans le rapport du Rassemblement national aux Juifs et du rapport des Juifs au Rassemblement national. Il y a un article de l'historien Laurent Joly, qu'on connaît bien, l'historien notamment de la période de Vichy, qui est très intéressant et qui est présenté comme suit. Depuis quelques années, le RN, sous la présidence de Marine Le Pen, puis de Jordan Bardella, cherche à faire oublier sa filiation antisémite incarnée par le fondateur du Front National. Un parcours ambigu et sinueux qui convainc cependant une partie des Français juifs. Alors, sur ce point-là, qu'est-ce qu'a voulu chercher à analyser, décrire, démontrer votre numéro? Parce que c'est un thème qui est à la fois concentré dans l'article de Laurent Joly que je viens de citer, mais qui évidemment infuse beaucoup d'entretiens que vous faites avec Pascal Perrineau, avec Jean-Yves Camus, avec voilà. Oui, cette question, elle est brûlante aujourd'hui. Bien sûr, alors la question, elle remonte, elle filtre à travers effectivement différents articles, mais on n'a pas voulu non plus en faire une question centrale. L'objectif n'était pas le Rassemblement national, antisémitisme et racisme aujourd'hui, parce qu'on pourrait évidemment élargir au racisme. On a demandé à Laurent Joly, effectivement, de faire un peu un retour à la fois sur le passé et de rappeler en fait cette généalogie historique que beaucoup semblent oublier alors qu'elle n'a pas été purgée. C'est ça finalement l'un des enjeux. On connaît cette actualité, on sait un certain nombre de déclarations de Marine Le Pen par rapport à Israël, par rapport aux Juifs. On connaît la thèse entre guillemets du meilleur bouclier pour les, je ne sais plus comment elle dit, les Juifs de France ou des Français, je crois que c'est plutôt les Juifs de France, parce que cet ordre-là, de mon point de vue, est aussi assez significatif. On est juif avant d'être français, ou on est français avant d'être juif, c'est un vrai sujet aussi, dans la manière toujours de le présenter. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je pense que rappeler les origines du FN, rappeler un certain nombre de dérapages de Jean-Marie Le Pen, mais également de Marine Le Pen au début des années 2010, et rappeler effectivement que de ce point de vue-là, le parti n'a jamais fait l'inventaire de son passé. Il faut rappeler que Jordan Bardella a dit « Je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen ait été antisémite ». Oui, donc il fallait faire ce travail. Mais ce qu'il faut souligner aussi, c'est l'incompétence absolue, l'absence de tradition de ce parti, de lutte contre l'antisémitisme. Mais j'irais même au-delà. Je pense que c'est un parti qui est un parti anti-système, anti-establishment, on connaît toutes ces expressions qui ont été utilisées vraiment martelées par l'ensemble des cadres du RN depuis les années 70-80 et qui finalement sont toujours des attaques contre la démocratie, contre le libéralisme d'un point de vue au niveau des idées. Il y a une forme de haine finalement de ce qu'est la France, en tout cas de la France républicaine, de la France héritière de la Révolution française, des Lumières, etc. Et cet aspect-là, en vérité, passe à la trappe dans les vues d'un certain nombre de Français qui aujourd'hui n'entendent que cette espèce de pensée magique, de bouclier autoproclamé, alors qu'encore une fois, en la matière, lorsqu'on est anti-système, lorsqu'on a dénoncé pendant des années et des années, lorsqu'on a cet héritage particulier que Jean-Marie Le Pen et d'autres ont impulsé au FN,
comment dire, on est marqué par cette histoire. Et les sondages actuels le montrent, encore une fois, à travers l'adhésion à des préjugés antisémites, qui est toujours réelle et qui est très forte chez les électeurs du RN. Alors, certains sondages ont montré que c'est encore plus fort chez les électeurs de la France insoumise, mais bon, on se tire la bourre, hein, c'est très très proche. Donc, tant qu'il n'y aura pas de réflexion de fond, à la fois sur l'histoire avec un certain nombre de condamnations catégoriques, tant qu'il n'y aura pas eu, je ne sais pas, on peut imaginer un colloque avec des vrais historiens, hein, pas des historiens du RN autoproclamés, où on passera en revue effectivement les années, où on fera sortir des documents et où non, il n'y aura pas. Et puis tant qu'on n'aura pas mis aussi en place presque des formations pour les militants, pour combattre, que d'ailleurs tous les partis devraient faire. Les écologistes ont fait pendant quelques mois, et puis finalement ils ont été rattrapés par l'actualité. Mais je crois qu'il n'y a pas de tradition de lutte contre l'antisémitisme, c'est même plutôt l'inverse. Mais le fait qu'il y ait aujourd'hui, de ce point de vue-là, rien qui soit prévu en direction des militants, et que ça passe uniquement, encore une fois, par des proclamations unilatérales, nous protégeons les juifs, nous sommes ceci, qui surtout sont facilités évidemment parce que ce que la gauche radicale aujourd'hui engendre en termes de discours ambigus, dans le meilleur des cas et parfois très clairement antisémites. Voilà, le RN, d'une certaine manière, occupe une place vide. Et ce que montre Laurent Joly, c'est qu'il ne faut pas, comment dire, succomber à cette illusion d'un RN qui serait effectivement aujourd'hui le parti métamorphosé oui, par rapport à son histoire. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. C'est ça qu'il faut. Enfin, il faut quand même un tout petit peu avoir du sens de la politique. Et il n'y a aucune raison. Il y a simplement une opportunité dont le Rassemblement national s'est saisi. L'antisémitisme est un des verrous, c'est l'expression de Louis Alliot qu'avait recueilli Valérie Gounet, qui est cité par Laurent Joly. Donc effectivement, faire sauter le verrou de l'antisémitisme. On pourrait dire aussi, comme d'ailleurs aussi Gilles Clavreul, ancien d'ILCRA, dans son article sur le RN et la laïcité, faire sauter aussi ce verrou de la laïcité. Faire croire que le RN est aussi le parti qui défend le mieux la laïcité. Étant entendu évidemment qu'en réalité cette laïcité va être instrumentalisée contre une partie de nos concitoyens d'origine, d'ascendance musulmane. Bon, je vous remercie beaucoup Emmanuel de Bono. Donc je rappelle donc que ce dernier numéro du Droit de vivre, sous-titré Universalisme et antiracisme, vient de sortir. C'est le numéro d'hiver 2005. Merci beaucoup Emmanuel. Merci à vous.